élections 2023, la République démocratique du Congo joue-t-elle sa survie avec l'organisation des différents scrutins en décembre prochain? Quelles sont les dernières étapes qui restent avant la date fatidique du 20 décembre? Aurions-nous droit à des élections réellement libres, démocratiques, transparentes, inclusives, mais surtout apaisées? Qu'en est-il du rapport entre la centrale électorale, les parties prenantes au processus électoral et les partenaires extérieurs? Toute la vérité, rien que la vérité sur ce énième processus électoral controversé dans le pays de Félix Tshisekedi. Dans ce tout nouveau numéro de votre émission, dites-nous la vérité, qui reçoit pour vous le président de la CENI, Denis Kadima Kazadi. Bonjour et bienvenue. Bonjour, bienvenue. Merci de nous recevoir chez vous. Très serein dans l'apparence. Est-ce que vous l'êtes réellement? C'est le cas. C'est le cas de dire, je suis très serein. Est-ce que la population congolaise doit l'être également à 5 mois des élections? Il n'a pas à s'inquiéter. Tout est au beau fixe. Tout est en train d'être préparé pour que tout se passe bien. Merci. On parle de tout ça, du processus électoral, tout de suite. D'accord. Alors, je dis, êtes-vous conscient que vous êtes assis sur une dynamite? C'est pas comme ça que je vois ça. Je me dis que c'est une grande responsabilité. Chacun jouant son rôle, parce que souvent c'est ce qu'on oublie. La CENI, au fond, ce n'est qu'un arbitre, ce n'est qu'un organisateur. En fait, ceux qui doivent être tendus en ce moment, ce sont les acteurs, les compétiteurs. Pas vous? Non. Vous ne l'êtes pas? Moi, je ne suis pas. Non. Pas stressé? Bien sûr, le stress est toujours là parce qu'on doit s'organiser, on doit respecter les délais constitutionnels et tout ça. Mais le stress, c'est ceux-là qui sont en compétition. Stressé, il n'y a pas d'inclusivité, disent certains. Ça ne vous stresse pas qu'il y ait une partie d'une partie prenante de ce processus qui refuse de participer? Ça ne vous inquiète pas? Écoutez, si j'avais écarté les gens, si j'avais exclu certaines personnes, ça allait quand même me préoccuper. Je n'ai épargné aucun effort pour pouvoir inclure tout le monde dans le processus. Et puis à la fin, on se pose la question, mais est-ce que c'est une grande majorité ou bien c'est une minorité importante sur le plan démographique qui boycotte? Je me dis à la fin, non, parce que nous avons plus de 900 partis politiques. Et si un ou deux partis choisissent de ne pas participer, ce n'est pas ça qui doit me donner l'impression que ce n'est pas inclusif. Le processus est très, très inclusif. Et si vous voyez même les chiffres, des candidats, c'est énorme. On va parler de toutes ces questions, mais commençons d'abord par faire le point. Où en sommes-nous? Dans quelle phase du processus électoral nous situons-nous actuellement à 5 mois du 20 décembre? Justement, nous sommes à cette phase où la tension commence à changer de camp. Parce que quand nous avions l'enrôlement des électeurs, c'était nous qui devions tout organiser et atteindre tout Congolais qui réunit les conditions. Mais aujourd'hui, avec la réception des candidatures, la pression est maintenant partagée. Ça signifie que les partis doivent aussi s'organiser. Et malheureusement, nous avons une loi qui est très exigeante en termes de détails, en termes administratifs, les papiers qu'on doit soumettre, les paiements qu'on doit effectuer. Donc, c'est à cette étape où nous sommes. Donc, nous avons fini avec la députation nationale. Nous sommes à l'étape du contentieux électoral au niveau de la Cour constitutionnelle. Et après, pendant que nous le faisons, nous avons déjà ouvert le bureau de réception et de traitement des candidatures en ce qui concerne la députation provinciale ainsi que les élections communales. Donc, et comment ça se passe de ce côté-là? Les gens sont toujours à la traîne, comme c'est le cas lors de la députation nationale, où vous avez l'impression que la tendance est en train de changer? La tendance est toujours la même. Les gens prennent beaucoup de temps. Évidemment, il faut dire que les gens sont partagés entre ceux qui ont des cas de recours au niveau de la Cour constitutionnelle. C'est tout un travail. Et généralement, ce sont les mêmes équipes qui doivent aussi déposer les candidatures au niveau de BRTC. Oui, j'ai l'impression que c'est la même lenteur. Pourtant, le temps, c'est ce qui nous manque. Je ne pense pas que nous serons en mesure de prolonger. Il reste combien de temps pour la députation provinciale et les élections? Pour la députation provinciale, attendez, non, ce n'est pas ce document, mais il nous reste à peu près une semaine.
Une semaine. Donc, hâtez-vous, dans une semaine, la CENI va clôturer la réception et le traitement des candidatures pour la députation provinciale, mais c'est sûr, il y aura une prolongation. Vous nous avez tellement habitués à des prolongations. Bon, mais on atteint nos limites. Ce n'est pas toujours évident qu'on va étendre. La fois passée, on l'a fait pour 8 jours. Je ne vois pas comment on peut faire la même chose. Revenons à la députation nationale. Plus de 23 000 candidats retenus. On sait que le FCC ne participe pas. On sait que des personnalités comme Martin Fayulu et son parti n'ont pas participé. Où avez-vous trouvé les 23 000 candidats? Ah, vous voulez aussi parler des candidats fictifs, après avoir parlé d'électeurs fictifs? Il y a de quoi s'étonner parce qu'il n'y avait pas cette mobilisation. Alors nous sommes une nation fictive. Parce qu'il y a beaucoup de candidats. Pourquoi? Vous parlez de 23, en fait, ce n'est pas 23 000, c'est 28 000 au départ. Mais parmi les 28 000, il y a ceux qui n'ont pas été retenus pour une raison ou une autre. Donc on est retombé à 23. Ça fait beaucoup par rapport à 2018, quand on avait 15 000. Maintenant, on a 23 000. Il faut comprendre qu'il y a des facteurs qui font que les gens s'intéressent au processus. D'abord, le processus est ouvert. Si vous voyez, en 2018, il y avait plein de candidats qui ne pouvaient pas se présenter. Vous vous souvenez, c'était le cas. Ici, personne n'a été empêché de participer. C'est un choix personnel. Et c'est toute la différence. Vous savez qu'en 2015 et 2018, il y avait des candidats qui étaient là. En exil forcé. Tout ça. On n'a plus ce cas, au contraire. Au contraire. Moi-même, j'ai reçu les leaders de l'opposition qui étaient un peu froids par rapport au processus. J'ai pu réunir 5 leaders, pas en même temps, 4 plus 1. Et de ces 5-là, 4 sont dans le processus, donc 80%. Et ça, c'est un effort personnel. Certains ne voulaient pas me voir, mais c'est moi qui ai initié ces rencontres-là. Donc, nous avons ce nombre-là. Ça, c'est une raison. Il y a une deuxième raison. Avec le seuil de 60%, ce n'est plus comme avant où vous venez vous déposer 2-3 dossiers et ça vous suffit. Aujourd'hui, il faut atteindre le minimum de 60% des sièges en compétition. Ça signifie que quand on y va en grand nombre. Ça ne peut qu'entraîner une augmentation des chiffres. Il n'y a rien de fictif, c'est scientifique. Il y a le 21 000 $ aussi. Les 21 000 $. Ça ne relève pas de la CENI, mais bon, quand on se dit qu'un député en République démocratique du Congo peut toucher 21 000, 7 000, 10 000. C'est une motivation. C'est une motivation. Si j'étais pas ici, j'aurais aussi pensé à ces 21 000 parce que ça ne court pas la rue. Est-ce qu'aujourd'hui, Denis Kadima a le contrôle du processus électoral de bout en bout? On ne peut rien contrôler seul. Et j'insiste souvent sur ça parce que quand quelque chose ne marche pas, on parle de la CENI. Parfois, on oublie que la CENI est un acteur qui travaille dans un certain contexte et qui travaille en collaboration avec d'autres acteurs. La sécurité, par exemple, elle ne dépend pas de nous. Nous devons compter sur les institutions qui s'en occupent. Les compétiteurs doivent faire leur part. Et vous verrez, même quand quelqu'un n'a pas atteint les seuils, il ne vous dira pas que je n'étais pas organisé, il ne vous dira pas que j'avais pas assez de gens, il ne vous dira pas que les frais étaient trop élevés, surtout avec l'exigence de 60% minimum, le seuil. Ils vous diront, non, c'est la CENI. La CENI nous a écartés. C'est le terme qu'on utilise. Mais en réalité, c'est nous tous, vous, des médias, vous propagez la nouvelle, les acteurs politiques qui se préparent à temps, et nous-mêmes qui faisons notre part. Que répondez-vous à ceux qui estiment que ce processus serait à l'image de vos cartes de lecteur? Plus on avance, plus les photos disparaissent, deviennent floues? En tout cas, le processus ne va pas disparaître. Il est fermement engagé. Nos cartes qui ont eu ce type de problème, c'est vraiment une infime minorité. C'est une série. C'est une série, en fait, techniquement, on nous a expliqué que c'est un problème chimique avec la colle qui a été utilisée sur certaines séries, sur un certain nombre de cartes. Et même là, c'est vraiment un nombre très limité. N'oubliez pas que nous avons presque 44 millions d'électeurs. 600 000 ont des problèmes.
tout le monde ne va parler que de ces 100 000 là. Ils vont oublier qu'il y a 44 millions moins 100 000 qui sont satisfaits, qui ont leur carte et qui n'ont pas de problème. Mais vous êtes conscient Ce qui est important, c'est qu'on ne se limite pas à ça. On résout les problèmes. Nos bureaux resteront ouverts jusqu'à ce qu'on ait satisfait tout le monde, que chacun ait ceux qui ont perdu leur carte et ceux qui ont le problème. À cette allure, vous risquez de recommencer l'enrôlement parce qu'il y a un bon nombre de gens qui disent, qui affirment que leur carte pose problème quand même. C'est pas l'enrôlement. C'est pas l'enrôlement. Bah, le fait d'aller chercher le duplicata, si c'est tout le monde C'est- qui y va au c'est regard légal. de la Non, qualité non, de c'est- la carte. Ça a toujours été le cas. En fait, la CENI a toujours eu une disposition pour donner aux gens des cartes en cas de perte. Et si la carte se perd ou bien elle est tombée dans l'eau, vous viendrez à Où la le CENI. visage disparaît, où les écrits ne se voient plus, il faut y aller aussi. Il faut y aller. Et Si- ces cas, les cas pareils, il y en a beaucoup. Et oui, pour ces rares cas, parce qu'il y en a, c'est pas beaucoup. Assez rare. Ouais, c'est assez rare. En fait, c'est simplement que, bon, on en parle. On en parle. Vous savez, nous sommes formatés de telle façon que nous ne puissions constater que les difficultés, que ce qui ne marche pas. Mais si quelqu'un fait très attention, il va se rendre compte que cette commission fait du bon travail. Elle permet aux gens d'observer ces activités. Nous avons permis l'observation long terme. On avait tout plein d'équipes, peut-être pas en nombre suffisant, mais éparpillées à travers les territoires, qui pouvaient aller à nos centres d'inscription, voir comment nous travaillons. Nous avons, à chaque étape, permis, par exemple, les journées portes ouvertes. Les gens sont venus dans nos installations, voir comment nous sommes en train d'enlever les multiples enrôlements, les mineurs et les autres qui ont essayé de manipuler le système à travers des photos, d'autres photos. Tout ça, c'est ce que nous faisons et nous portons ça au public, quoi, nous informons l'opinion publique. Et chaque fois que nous avons des difficultés, cette CENI informe l'opinion. Et quand on vous informe, les gens n'apprécient pas toujours l'information, ils s'alarment. On parle plus du problème et on ne se rend pas compte que c'est une CENI ouverte qui étale tout, qui donne accès. Mais il faut dire que les gens s'attendaient à mieux. On est en face d'une CENI dirigée par un technicien. Jusqu'à présent, je crois que certains disent que le technicien que vous êtes est en train de faire un travail quand même un peu bâclé. Bon, s'il dit ça, je vais laisser le temps nous juger. Vous savez, Rien que par la qualité de la carte, on a déjà vu mieux dans ce pays quand même. c'est bien, mais le temps nous jugera. Parce que vous oubliez que cette CENI a été mise en place en retard et que cette CENI a pu enrôler en 4 mois. C'est du jamais vu. Et le personnel qui est là a beaucoup donné. Nous avons même perdu des agents, rien que pour enrôler. 33 personnes décédées. Certains même noyés dans le fleuve. D'autres victimes de l'insécurité. On n'en parle pas, mais pourtant c'est des sacrifices. Mais on avance, et en 4 mois nous le faisons. On oublie ça. On vous parle d'une carte effacée là-bas qu'on peut remplacer facilement. On vous parle de choses qui ne sont pas irréversibles. On insiste sur ça. On vous parle du fichier électoral. On en parle tout de suite, du fameux fichier. En fait, c'est dommage parce que la réalité est que si vous essayez de voir à chaque étape, vous allez vous rendre compte que malgré le temps limité que nous avions, nous nous sommes promis de respecter les délais constitutionnels. Nous organisons les cadres de concertation où les parties prenantes nous posent des questions, font des suggestions et nous sommes en interaction avec tout ce monde. Donc, il y a plein de bonnes choses, mais il faut que nous aussi, en tant que Congolais, que nous apprenions à nous apprécier. Parce que quand le travail est bien fait, malgré le contexte qui est difficile, parce que le contexte est très difficile, on n'en parle pas assez. Voilà pourquoi certains vous reprochent, Denis Kadima, ainsi que votre bureau, de faire de la date du 20 décembre une fixation au regard de différentes contraintes. C'est la Constitution. Oui, C'est la Constitution. Il faut arrondir les angles. Non, c'est quand on arrondit les angles, justement, on laisse la place à l'arbitraire, on laisse la place à la négligence. Nous devons être disciplinés. Nous devons aussi prêcher par l'exemple. Nous sommes à notre 4e cycle électoral. Nous ne pouvons pas chaque fois reporter. Ça ne fait pas sérieux.
S'il y a des Mais contraintes le pays réelles, est occupé, c'est vrai que c'est un aspect sécuritaire qui n'implique vraiment pas la CENI, mais est-ce que vous serez calme, serein d'aller aux élections avec une partie du pays occupé? C'est pas là ce type également, d'élection que là vous aussi, vous voulez touchez à un organiser. secteur qui ne me concerne pas seul, donc c'est avec d'autres. Mais non, non, moi, je veux vraiment qu'on comprenne cela. Tant que nous allons nous apaisantir sur les quelques cas qui ne marchent pas, Et non de moindre d'ailleurs. non, 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 je vous ai dit, ce n'est pas des cas irréversibles. Même là, à l'est du pays, cette équipe de la CENI comprend que le pays est occupé, mais réserve des sièges pour ces entités-là. C'est cette solidarité-là. Voilà les choses qu'il faut célébrer. Voilà. Parce que, au moins, quand bien même physiquement, cette partie est occupée, mais au moins, ils ne se sentent pas délaissés. Et il fallait toute cette créativité. Si vous parlez d'expertise, voilà les choses sur lesquelles vous devez vous apaisantir. Ce n'est pas parce que le fournisseur a utilisé une mauvaise colle, et ça signifie que nous n'avons pas de compétences. Nous sommes compétents. Et alors, il ne faut pas nous demander quelque chose de son contraire. Vous demandez qu'on ait les élections à temps, mais en même temps, vous nous dites pourquoi vous êtes si pressé, pourquoi vous êtes insensible à tout ce qui se passe autour de vous. Tout ce qui se passe autour de nous est gérable. À la fin, il n'y a aucune grande contrainte qui puisse empêcher le pays d'aller aux élections. Et puis, il faut cultiver cette habitude. Il faut que ça devienne une culture. C'est-à-dire, quand on dit que les élections, c'est dans 5 ans, il ne faut pas que les gens se mettent à cogiter, à se dire que non, non, peut-être il y aura glissement, peut-être il faut un dialogue. Non, ça c'est reculé. Nous devons être... Vous dites que c'est un peu religieux, là, le respect Non, c'est important, c'est le respect de la Constitution. Et ça commence par là. Le respect de la Constitution commence par là. On parle maintenant de l'audit du fichier électoral. Qu'est-ce que vous cachez? Il n'y a rien à cacher. Pourquoi vous ne voulez pas d'un autre audit? Pourquoi ne pas accepter l'audit qui a été fait? Parce que vous savez, quand vous allez chez un médecin, vous avez besoin d'un premier, deuxième, voire un troisième avis. Non, Ça ça n'a peut se jamais faire été pour consolider le résultat, Ça n'a jamais été d'un fait. diagnostic. Ça n'a jamais été fait. Mais ça peut se faire quand vous êtes malade. Vous pouvez voir un premier, un deuxième, un troisième médecin. Oui, personne n'est malade. Parce que, écoutez-moi, écoutez, voilà ce qu'il y a. On peut parler d'un deuxième audit si le fichier que vous avez, si les données visibles inquiètent. Si, par exemple, nous avions enrôlé, comme un politicien ne cesse de le dire, ils disent que nous parlons de plusieurs chiffres. Tantôt, nous avons parlé de 50 millions. Tantôt, nous avons parlé de 55 millions d'enrôlés. Ces chiffres-là, je ne les ai entendus que de sa bouche. Vous parlez de quel politicien? Vous allez suivre, lisez les médias. Il parle depuis un certain temps... Vous n'arrivez même pas à citer le nom d'un partenaire pour processus. Écoutez, vous saurez, vous êtes très bien informé. C'est-à-dire, je vois parfois, il parle de 55 millions que nous aurons enrôlés. Nous n'avons jamais cité le chiffre de 55. Déjà, nos projections étaient à 49 millions. Et nous avons atteint 44 millions. Vous voyez, donc, c'est un peu ça. Il y a plein de choses qui sont dites, mais ce n'est pas nécessairement le cas. Donc, le fichier est bon dans ce sens que les chiffres que nous avons sont crédibles et plausibles. Vous vous souvenez, après que nous ayons fini la cartographie, les gens ont commencé à spéculer en disant que Kadima a gonflé le nombre de centres d'inscription dans l'espace Kasaï. Il l'a réduit à Kinshasa, il l'a réduit au Bandundu, il l'a réduit au Katanga, etc. C'est ce qui se disait. Et maintenant, quand nous sortons nos chiffres, quand nous faisons la proposition de répartition des sièges, ils se rendent compte que ça n'était pas le cas. Ils se sont tus. Ils n'en parlent plus. Et vous-même à qui on avait dit ça, qui avait répercuté cela, vous ne posez plus la question, on a tourné la page. Mais il faut revenir à ça pour vous dire, voilà, ils ont des chiffres qui nous paraissent vraiment plausibles et personne ne s'en est plaint. Comment vous pouvez trouver les chiffres plausibles d'une part, mais d'autre part, vous demandez qu'on rouvre, qu'on reprenne l'audit. Pour qu'on reprenne l'audit, il faut nous donner des éléments sérieux qui montrent qu'il y a quelque chose qui
qui cloche. C'est juste pour créer la confiance entre vous et les différents C'est partenaires au justement processus. la confiance, nous l'avons créée en faisant quoi? Notamment... Non, mais ils vous font plus confiance. Non. Parce que vous ramenez une petite minorité à la totalité. Vous n'en savez rien. Non, parce que il faut me dire qui a refusé de participer, c'est quelques groupes. Vous ne voyez que des personnalités, mais derrière elles se trouvent peut-être des milliers de Congolais qui partagent également cet avis. Si tel était le cas, nous aurions vu une certaine agitation dans le pays. Moi, je vous dis que les Congolais attendent les élections. Vous-même, vous êtes des médias. Quand vous parlez aux Congolais, vous n'entendez pas ce discours du rejet du processus. Ce discours est tenu par des individus. Et vous généralisez ça. Quand je dis vous, ce n'est pas vous au dire. Mais je dis, ceux des médias, certaines personnes, dans les écrits, on vous donne l'impression que c'est une situation générale. Moi, je vous dis ceci. Il y aura élection et il y aura une participation massive. Et aussi bien des candidats que de la population. Parce que la population, au fond d'elle, sent que nous sommes animés de bonne foi. Ils voient les efforts que nous sommes en train de faire. Ils ne vont pas accepter tout ce qu'on va leur dire. C'est pour ça que quand on veut organiser certaines activités contre la CENI, cette population pense et se dit, est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que la CENI a vraiment s'est écartée du chemin? Non. Nous sommes en train de faire un travail. Et rappelez-vous, moi-même, le 30 juin, j'ai reçu des opposants. Au moment où je l'ai fait, mon intention, c'était quoi? C'est justement assurer cette inclusivité. Mais je vous dis que la plupart des personnes que j'ai reçues, non seulement ils ont participé dans le processus, ils sont dans le processus, mais aussi ils ont désormais des contacts avec nous, informellement, formellement. Ils peuvent nous écrire, ils peuvent poser leurs problèmes, ils participent. Évidemment, ils ne montent pas sur le toit pour crier et dire que la CENI est bien, mais ils sont là. Et pour moi, c'est ça qui compte. Si un ou deux ne sont pas là, je le regrette, parce que j'aurais voulu qu'ils soient là, parce que c'est tout ce que je veux. Si l'intention était d'écarter les gens, vous aurez vu, il y a plein de partis de tous bords qui ont eu leur seuil, qui sont vraiment dans la compétition. Mais nous nous attardons trop sur des cas marginaux. C'est vraiment marginal parce que même l'argumentaire, il n'est pas solide. Le FCC, c'est un cas marginal. Fayulu, c'est vraiment un cas marginal. Le FCC, c'est un cas qui ne dépend même pas de nous parce que le FCC a des revendications qui ne relèvent pas de la CENI. Quand vous dites que... Une partie relève de la CENI, quand ils demandent la restructuration de la CENI, le remplacement de certains membres... Oui, ça ne dépend pas de la CENI. Ça ne dépend pas de la CENI. Nous ne pouvons pas nous restructurer. Ça implique quand même certains membres de la CENI. Même si ça implique les membres, la décision ne se fait pas au niveau de la CENI. Donc, d'emblée, dès le début, les revendications de l'FCC ne pouvaient pas être... en fait, ce n'est pas la CENI qui pouvait les aider à justement atteindre leur objectif. Donc, c'est pour ça que moi, à peine que je compte le FCC, parce que le FCC, son cas est hautement politique. Ils doivent le faire avec les politiciens. Mais vous aviez eu à demander une audience auprès de... Oui, c'est important que je rencontre les parties prenantes. J'ai demandé cette audience, c'est justement pour trouver un terrain d'entente, mais dans le domaine qui est le mien. Mais vous saviez déjà que les revendications du FCC ne relevaient pas de vous. Vous aviez quand même demandé une audience. Oui, parce que moi, je voulais leur parler du processus électoral. D'ailleurs, je l'avais dit dans mon... Les convaincre, vous vouliez faire la médiation, les inviter à rentrer? Quand nous avons convoqué l'électorat, nous avons dit que nous allions rencontrer ceux des opposants qui ne veulent pas participer pour qu'ensemble, nous explorions des solutions réalistes et raisonnables. Donc, quand c'est réaliste, ça signifie quelque chose qui relève de nous. Quand c'est raisonnable, c'est des demandes qui ne sont pas irrationnelles. Voilà. J'ai écrit parce que c'est un leader. C'était à lui maintenant d'orienter la lettre à travers les structures qu'il chapeaute. Bon, je n'ai pas eu de suite, mais au moins, je ne suis pas fermé. Nous allons continuer à parler à toutes les parties prenantes. Peut-être qu'à un certain moment, ils vont rattraper le train. C'est un peu tard pour le FCC, par exemple. C'est pas tard? Ils ne se sont pas fait enrôler, ils n'ont pas déposé de candidature, c'est tard. Bon, ça, il faut leur poser comme question. Ils savent pourquoi ils ont fait ça.
On revient pour savoir sur l'audit du fichier électoral, la SENCO, l'ECC, l'audit citoyen, c'est aussi tard. Écoutez, parfois quand on pose le problème, on doit quand même suivre non seulement les aspects contextuels, mais il faut voir aussi la loi. Nous avons un fichier d'où nous avons sorti les chiffres qui ont présidé à la répartition des sièges. Aujourd'hui, les sièges sont répartis. Même les candidatures qui sont reçues et traitées sont basées sur la loi, sur la répartition des sièges. Donc, à un certain moment, il faut comprendre que faire marche en arrière, ça signifie complètement décomposer tout ce que nous avons fait. Et pour quelle raison? Parce qu'il faut rassurer une certaine opinion. Moi, je vous dis... N'est-ce pas là une bonne raison? Ce n'est pas une bonne raison dans la mesure où il n'y a pas eu le rapport qui est sorti, le rapport des auditeurs externes qui est sorti. On a fait 2 mois. Personne ne l'a lu, ou bien du moins ceux qui l'ont lu ont trouvé que c'était bien fait. Mais en tout cas, on ne l'a jamais critiqué. Entre-temps, nous avons avancé. 2 mois plus tard, 3 mois plus tard, les gens reviennent et disent nous devons rouvrir et nous devons recommencer. Ça ne dépend plus de moi, en réalité. Ça dépend de qui? Ça dépend Il y a d'abord... beaucoup de choses qui ne Non, mais dépendent pas de la vous. plénière s'est prononcée. La plénière de la CENI s'est prononcée sur l'audit, vous vous souvenez? Et c'était prononcé. Nous avons eu une réunion, nous avons fait un communiqué. Et puis maintenant, après que la plénière se soit prononcée, c'est maintenant l'Église catholique qui se présente pour dire fichier, comment ils ont appelé ça, l'audit citoyen. Mais en fait, je vais vous dire une chose. Peut-être beaucoup de gens ne sont pas au courant de ce qui se fait quand on fait l'audit citoyen. Parce que moi, j'ai déjà fait l'audit du fichier en Mauritanie. Je l'ai fait pour le compte des Nations Unies. Donc, je connais ces choses-là. Quand vous voulez faire un travail comme celui de l'audit, ou bien vous voulez faire un comptage parallèle des voix et tout ça, il y a toute une procédure, parce que c'est des méthodes statistiques. Les pays dans lesquels vous faites ça doivent, y compris les parties prenantes, doivent d'abord comprendre ce que vous faites et adhérer à ça. Et ça, c'est un travail de longue haleine. Moi, j'ai travaillé avec le Centre Carter sur ce genre d'activité au Mozambique. Ça nous a pris un cycle électoral pour expliquer aux autorités mozambicaines que parallèlement au travail de la commission électorale, nous allons mener telle procédure. Il faut que les gens comprennent votre méthodologie. Surtout que nous sommes dans un pays où aucune partie prenante n'est jouie de la confiance complète de la population. Donc, ce n'est pas des choses qui se font. Vous dites, bon, moi, j'émane d'une grande confession religieuse, je vais crédibiliser le processus en menant cet audit. Il y a des gens qui peuvent s'inquiéter. Même nous, à la commission électorale, on peut se poser des questions. On dit, mais est-ce que nous sommes dans la cogestion électorale ou bien nous sommes... ces groupes d'observateurs, ils sont devenus nos superviseurs? On ne sait pas. Mais c'est tout un processus. Il faut... En fait, autant ils disent qu'ils le font pour crédibiliser la CENI, non, il faut que la confiance soit mutuelle. Pour que je dise que, Madame Odia, vous pouvez me contrôler, il faut que j'ai confiance que vous êtes suffisamment professionnel et impartial. Est-ce que c'est le cas? Est-ce qu'il y a cette confiance? Parce que là, on parle maintenant de vos rapports, le rapport de la CENI avec les différentes parties prenantes au processus, dont justement les confessions religieuses. Est-ce qu'il y a cette confiance entre la CENI d'un côté et, allez, on commence par les 2 plus grandes, pas parce que les autres sont petites, mais quand même l'ECC et l'Église catholique. Où en sommes-vous dans vos relations? Je dois vous dire que nous, au niveau de la CENI, nous avons toujours été ouverts et sincères avec eux. Quand ils nous posent des questions, nous y répondons. Même quand ça doit être fait par écrit, nous le faisons. Nous les respectons. Nous les respectons. Et notre souhait, c'est que on bâtisse sur ça. Parce qu'il faut comprendre que parfois nous pouvons juger les gens, mais nous oublions qu'ils ont aussi la capacité de nous juger. C'est mutuel. La confiance signifie dans les 2 sens. La confiance ne peut pas être que dans un seul sens. Mais quand vous entendez, par exemple, le 2e vice-président de la CENI dire, ouais, associer la SENCO, l'ECC au M23, vous, en tant que président de la CENI, vous dites quoi? Il ne les a pas associés.
Il n'a pas dit ça. Il faut bien l'écouter. Il a parlé d'une certaine coïncidence et il n'a pas tiré de conclusion. Il a parlé d'une coïncidence. Mais le fait d'associer le discours de la Synco à non, non, celui ça c'est quand vous voyez les choses de façon un peu orientée. Ce que lui dit, c'est qu'il était troublé par un fait et puis il n'a pas tiré de conclusion. C'était une question ouverte. Donc vous comprenez que certains également puissent être troublés par une similitude dans le discours que tiennent certains membres de la CENI avec le membre du pouvoir, par exemple. Par exemple, donnez un exemple. Et quel est ce discours que nous tenons qui est... Dites-moi. Il n'y en a pas. Donnez-moi un seul exemple. Vous pensez qu'il n'y a pas de similitude, donc on ne peut pas trouver des discours... Parce que vous en parlez. Vous pouvez donner un exemple. Il n'y en a pas. En tout cas, on laissera aux téléspectateurs en donner. Je suis sûre que vous trouverez. Mais moi, je vous dis que... Et les gens, parfois, ne font pas attention à ça. Autant, souvent, on m'accuse d'être avec le pouvoir. Et on le dit comme ça, sans jamais apporter la preuve, parce qu'il n'y en a pas. Je ne suis proche de personne. Ni le pouvoir, ni l'opposition. Personne. Et je vous mets à témoin. Allez vérifier. Vous allez voir. Là, c'est avec une partie des confessions religieuses. On ne parlera pas des autres parce qu'il y a une synergie d'idées avec les autres composants des confessions religieuses. Vous parlez plutôt d'une seule et même voix. Écoutez, on arrive à confondre certains s'ils font peut-être pas partie, de la CENI, c'est ça aussi. S'il y a une convergence des vues, c'est principalement parce que ces autres religions auxquelles vous faites allusion sont modérées. Ah, les autres sont extrémistes, radicaux. Je peux dire que ceux-là sont vraiment pondérés. Ils sont pondérés. Les autres, c'est-à-dire ce sont des radicales, quoi, les confessions religieuses. Je pense qu'ils ont plutôt un problème d'approche. C'est-à-dire? Un problème d'approche, c'est-à-dire, vous voyez, par exemple, quand j'entends Abbé Chollet dire que si telle ou telle condition ne sont pas réunies, eux, ils vont se retirer de l'observation électorale. Ça, c'est une posture complètement politique. Une mission d'observation n'a qu'un rôle, celui d'observer et de faire un rapport écrit. Évidemment, ils peuvent en parler. Mais une mission d'observation qui dit que si ceci n'est pas fait, nous nous retirons du processus. Dans mon expérience, seuls les politiques prennent ce genre de posture. Mais ils refusent peut-être d'engager sa notoriété ou la notoriété de sa confession religieuse. Si vous observez, de donner un cultus à quelque chose qui, selon eux, ne marche pas. Ça ne marche pas comme ça. Ça, c'est politique. Une mission d'observation est impartiale au départ. Ils doivent constater et écrire sur ça. Ça ressemble un peu trop à l'argument relatif à l'article 64. C'est un peu ça. Moi, je pense que nos confessions religieuses doivent nous aider. Elles doivent nous aider parce qu'elles ont un rôle, elles ont une place spéciale et peuvent faire beaucoup dans le sens positif. Vous aider, c'est-à-dire parler de la même voix, parler de la Quand même je dis façon nous aider, c'est aider le pays. Pas singulièrement la CENI. Aider le pays dans ce sens que il y a la présomption que c'est là qu'on trouve la sagesse. C'est là qu'on trouve l'amour du prochain. Il n'y a pas beaucoup de signes d'amour. Dans le chef de la Synco et de l'ICC? Très peu. Très peu. Mais je pense que c'est pas tard. Peut-être qu'ils ne s'en rendent pas compte. Moi, je pense que peut-être nous ne le constatons pas en ce moment. Pour la première fois, la Synco, je ne parle pas beaucoup de ECC parce que c'est un petit partenaire dans cette relation-là. Le grand partenaire, c'est la Synco. Alors, la Synco et nous sommes en train de nous découvrir. Parce que la CENI, je ne pense pas que ce soit jamais exprimé par rapport à ce qu'elle pense de la Synco. Je pense que en ce moment où nous nous exprimons, chacun à sa façon, ils vont peut-être comprendre que eux aussi doivent faire un effort. Parce que nous voulons collaborer avec eux. Nous collaborons déjà avec eux. Mais nous pensons qu'ils doivent être très prudents quand ils utilisent un certain langage parce que c'est une relation de collaboration.
leurs recommandations, nous les mettons en œuvre. Mais je pense que nous, peut-être c'est notre erreur, nous n'avons jamais dit à la CENCO que nous aimerions avoir un peu plus confiance en vous. Maintenant, nous le disons. Et je pense qu'à notre prochaine rencontre, nous allons clarifier un certain nombre de choses. Je tiens à ce qu'ils soient partenaires. Je pense qu'ils ont la capacité de jouer un rôle plus positif qu'il ne l'est maintenant. Et alors, exploitons cela. Exploitons cela. On a déjà parlé de vos rapports avec d'autres parties prenantes, notamment les partis politiques. Ça va plutôt bien. Avec les partis politiques? Oui. Ah oui. Ça évolue plutôt bien. Absolument. 80% des partis de l'opposition sont dans le processus. Disons 80% de ceux que j'ai rencontrés. De ceux que vous avez rencontrés. Parce qu'il y a d'autres que je n'ai pas rencontrés, mais qui acceptent la CENI, qui participent au processus. Autres partenaires, ce sont des partenaires extérieurs. Est-ce que Denis Kadima a subi une pression extérieure de la communauté ou de la fameuse communauté internationale? Non, je ne sais pas. Il faut le dire maintenant, hein, parce que certains après ont commencé à dire oui, il y avait la pression de la communauté internationale. Là, on est à 5 mois. Est-ce qu'il y a une quelconque pression des partenaires extérieurs de la fameuse communauté internationale? Les partenaires que moi j'ai rencontrés font montre de bonne foi. Ils sont intéressés par notre processus, ils veulent que ça se passe bien. Ils comprennent que le pays n'a pas besoin d'un autre front. Il faut que sur le plan démocratique, que les élections se passent bien. Même eux-mêmes, ça va faciliter leur engagement avec notre pays. L'immixtion dans le déroulement du processus, il n'y en a pas. En tout cas, pas à mon niveau. Pas à mon niveau, parce que nous avons... Les interférences, les injonctions, il n'y en a pas. Injonctions. Nous sommes un corps indépendant. Nous sommes indépendants et très, très jaloux de cette indépendance. Je pense qu'il y a plutôt une relation de respect. On se rencontre, chacun parle librement. Et moi, je pense qu'avec le temps, beaucoup ont compris que nous sommes animés de bonne foi et que nous travaillons bien pour atteindre cet objectif-là. Si vous voyez les dernières déclarations, notamment de l'Union européenne, du moins l'ambassadeur sortant, même Madame la sous-secrétaire d'État intérimaire qui est venue, Madame Victoria Nuland. En tout cas, dans ce milieu-là, au niveau du PNUD, au niveau de IFES, au niveau des partenaires techniques et financiers, moi je pense que les professionnels qui comprennent les élections se rendent de plus en plus compte que la CENI fait de son mieux pour que ça aille bien et que si jamais il y avait des problèmes, la CENI demeure ouverte à résoudre ces problèmes-là tant que c'est dans sa compétence. Pour l'instant, Denis Kadima et d'autres membres de la CENI sont à l'abri des sanctions extérieures. Ce n'est pas ça mon obsession. Moi, je fais le travail. Oui, parce que les sanctions, je sais qu'il y en a qui demandent des sanctions contre nous, mais il faut amener des preuves que nous sommes en train de mal nous comporter. Et moi, je pense que beaucoup de gens apprécient. Partout où je vais, je demande aux gens, qu'est-ce que vous pensez du processus? Ce n'est pas parce qu'ils me parlent, ils me montrent leur carte d'électeur, ils me disent qu'ils vont voter. Donc moi, je pense que la majorité silencieuse est avec nous, sans doute. La hauteur de la participation, hauteur en termes d'argent, en termes financiers, de la participation de la communauté internationale, vous l'estimez à combien? Nous ne prenons pas l'argent directement de la communauté internationale. C'est comme si leurs principes ne le permettent pas. Parce qu'en tout cas, au jour d'aujourd'hui, nous n'avons pas reçu un seul centime de la communauté internationale. Il y a des dépenses qui sont faites dans le cadre d'une certaine collaboration, mais faites directement par eux. Donc aujourd'hui, 100% de ce que nous recevons vient de notre gouvernement. On va très bientôt terminer cette émission. On parle quand même des membres de la CENI certains membres de la CENI, ou les parents des membres de la CENI qui découvrent subitement une vocation à la députation nationale. Ça manque d'éthique au niveau de la CENI quand même. Il n'y a pas trop d'éthique quand même. Non. Il faut... c'est vrai, la loi permet, mais l'éthique... Non. Il faut bien recadrer les choses. La CENI est très consciente de cette réalité-là. D'abord, la loi interdit aux membres de la CENI et au personnel de celle-ci d'être candidats. Et nous avons enlevé de nos listes des agents de la CENI. Les membres n'ont pas postulé. Ça, on sait, mais les parents, les proches parents... Attendez, j'en viens. Donc,
Il faut mettre tout dans le contexte. Donc, la CENI a enlevé ceux de ses agents qui avaient postulé. Maintenant, par rapport aux membres de la famille, la Constitution d'abord, reconnaît à chaque Congolais le droit de se porter candidat. Maintenant, qu'est-ce que les membres doivent faire? Ils ne peuvent pas dire à leurs membres de la famille, ne postulez pas. Ils doivent, et c'est ce que nous sommes convenus, ils nous disent que j'ai ici potentiellement une situation de conflit d'intérêts, et nous sommes au courant, et quand nous allons délibérer sur ce cas-là, ils ne pourront pas être là pour décider du sort de leurs membres de famille. C'est ce qui a été levé comme option? C'est ce qu'on appelle le principe de bonne gouvernance. C'est ça le principe de bonne gouvernance, et nous en avons discuté, et tout le monde comprend cela. Donc, dans nos maisons, on peut se calmer, il n'y aura pas de favoritisme, népotisme. Il n'y aura pas de favoritisme. On risque de se retrouver quand même avec... Non, mais écoutez, ils ont le droit de se présenter. Si quelqu'un gagne, il gagne normalement. Mais ça ne sera pas le résultat d'un favoritisme. Les dernières étapes qui nous restent avant le 20 décembre, qu'est-ce qu'il reste à faire au niveau de la CENI? En gros, ce qui nous reste, c'est d'abord continuer la réception des candidatures pour les autres scrutins. Et le 1er septembre, nous allons convoquer l'électorat pour l'élection présidentielle. Et dès le 2, nous allons commencer à prendre les candidatures. Et après cela, à part le travail en interne sur le plan logistique, opérationnel, mais après cela, ça sera... la campagne. Mais avant la campagne, il y a peut-être un aspect qu'on n'a pas évoqué. Nous allons sortir la liste des électeurs. Ah. Des électeurs. Et ça sera disponible. Et c'est ce que tous les pays au monde font. C'est prévu pour quand? C'est prévu, ça sera 30 jours avant le début de la campagne. Mais je n'ai pas vraiment Certains demandaient à ce que cette liste puisse être publiée avant, quand même. Oui, c'est ce qui a été demandé, mais il y a tout un travail à faire. Nous devons faire le repérage, nous devons identifier les endroits. En fait, ce n'est pas que la liste, il faut les lier au bureau de vote, bureau de vote et de dépouillement. Tout ça, c'est un travail qui prend du temps. Même nous, quand nous en parlions avant, mais c'est après qu'on s'est rendu compte que ça prendra du temps. Mais ça sera fait dans les délais constitutionnels. Dans la liste, la loi actuellement prévoit, et ça n'existait pas avant, que la liste soit disponibilisée sur notre site Internet. Et une fois que cette liste est disponible, ceux qui tiennent à l'audit peuvent mener cet audit. Mais il n'y aura pas l'affichage, site Internet, où tout le monde va aller. L'affichage, ça ne sera pas dans les bureaux? Non. On va mettre sur le site Internet, mais on va aussi afficher au niveau des antennes. Mais quand vous voulez faire un audit... Pas au niveau de bureau de vote, mais des antennes. Non, bureau de vote. Bureau de vote, oui. Alors, quand on fait ça... sur le site, évidemment, c'est plus facile si vous voulez faire un échantillonnage. Mais si nous affichons de façon dispersée à travers le pays, comment vous allez rassembler ça? Donc, ce que je voulais dire par ici, c'est que cette liste-là des électeurs sera disponible. L'audit est encore possible pour ceux qui veulent le faire. Mais ça ne sera pas en collaboration avec la CENI parce que la CENI, en ce moment, est submergée dans la préparation des scrutins. C'est ça. Donc, après cette publication, nous aurons bien entendu la campagne électorale qui sera suivie par le scrutin. Merci d'avoir répondu à nos questions, mais j'avais une toute dernière question, elle concerne les femmes. 17% des femmes, c'est un échec cuisant, partant de la part de la CENI. Vous n'avez pas réussi à mobiliser les femmes. Là aussi, c'est la CENI qui est responsable. Vous n'avez rien fait pour les femmes, 17% des candidats. C'est un raccourci, hein? Ouais. Mais non, mais vous n'avez pas mené de campagne. Nous devons mener la campagne. 17% des femmes. Et d'ailleurs, partout où je vais, moi je parle des femmes et des jeunes. Je le fais à chaque instant. Mais sachez que nous sommes passés de 11% à 17%. Donc, nous sommes dans la bonne direction. Nous espérons seulement que les électeurs, y compris vous-même, vous allez voter plus pour les femmes. Bah, cette allure, la parité, c'est pas pour aujourd'hui, ni pour demain. Et vous condamnez la CENI pour ça? Mais 17%, on n'a pas vu la CENI pousser les femmes pour dire... Franchement, c'est ma plus grande tristesse quand même. On s'attendait à beaucoup mieux que ça, en tout cas, les femmes. Oui, je pense qu'il faut que nous affichions nos termes de référence pour qu'on sache ce qui est notre responsabilité. Mais je dois dire que la CENI est genrée. Nous nous battons pour ça, nous parlons à chaque occasion, nous rencontrons les partis politiques, nous leur disons ça. Mais n'oubliez pas une chose, c'est une compétition. Parfois, eux, ils voient les gens qui vont leur apporter des voix
Malheureusement, parfois nous prêchons dans le désert. Denis Kadima, merci d'avoir répondu à nos questions. Le prochain rendez-vous avec vous, c'est pour quand? On verra, on verra. Ça dépend de la façon dont vous allez présenter tout ceci. On se dit au revoir, à très bientôt pour un nouveau numéro. En tout cas, on remercie. Hein. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre dans le cadre de cette émission. Dites-nous la vérité, tout en sachant que chacun a sa vérité. J'espère que vous avez décelé une part de vérité ou une grande partie de vérité dans ce qui a été dit ici. On se dit au revoir. À très bientôt pour un nouveau numéro. Prenez soin de vous.